La pluie tombait à verse, s'abattant sur les fenêtres du Daisy's Dîner dans la petite ville de Buileaugic en Orgon, ressemblant à un air de jazz joué complètement faux. Le nain P, 28 ans, se tenait derrière le comptoir, essuyant la même assiette en porcelaine blanche qui était déjà impeccable depuis 10 minutes. Ses yeux se posant sur l'horloge murale. 23h45. Son service était presque terminé et ce soir, elle n'avait servi que 3 clients, un couple qui avait commandé des burgers, un camionneur avec une part de tarte aux pommes et le vieux monsieur Fjank, l'habitué, qui sirotait maintenant sa dernière tasse de café dans la banquette du coin, près de la fenêtre embuée. « Je doute que quelqu'un soit dehors par une nuit comme celle-ci, le nain marmonna Fjank, poussant ses lunettes embuées sur son nez, sa voix rauque après des décennies de cigarettes. La pluie tombe si fort que même le bon Dieu aurait annulé sa promenade du soir. Le nain gloussa, un réflexe acquis après 3 ans de service. Juste assez chaleureux pour satisfaire les clients, juste assez là pour correspondre à son humeur. « Je parie que le Seigneur ne laisserait même pas de pourboire, Fjank, répondit-elle en posant l'assiette. 2 burgers et une part de tarte toute la nuit, si cet endroit ferme. Je devrais peut-être vendre des hot dogs au stade, plaisanta-t-elle, mais au fond d'elle, une petite voix murmura. Peut-être que ce ne serait pas la pire des choses. Mais qui sait, le Daisy's Dîner avait autrefois été la fierté de Buileaugic avec ses murs rouges vifs, ses banquettes en cuir brillant et l'odeur de tarte fraîchement cuite qui flottait dans la rue. C'était il y a 20 ans. Maintenant, la peinture s'écaillait, le cuir était craquelé. Et le menu s'était réduit à l'essentiel depuis que le chef cuisinier avait démissionné, durant l'été. Le nain restait, non pas parce qu'elle aimait le travail, bien qu'elle appréciât de discuter avec les habitués, mais parce que c'était le seul endroit où elle se sentait d'accord. Pas tout à fait chez elle, mais ce qui s'en rapprochait le plus. Elle s'apprêtait à verrouiller la porte et à fermer pour la nuit quand ses yeux tombèrent sur une silhouette affalée sous l'auvent, baignée dans la lueur vacillante du lampadaire. Un homme, trempé dans une chemise blanche, les cheveux noirs plaqués sur son front, recroquevillé comme un chien errant que personne ne cherchait. Le nain soupira. Encore un ivrogne. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas se saouler chez eux au chaud? Marmonna-t-elle. Sa main se tendit vers le numéro de la police locale, celui de l'officier Tom était toujours ernigé. Sur le tableau d'affichage quelque chose l'arrêta. Ses chaussures, des chaussures de ville en cuir brillant, maintenant couvertes de boue et de feuilles mouillées. Des chaussures comme ça ne devraient pas être sales. Quel gâchis. Elle secoua la tête et gloussa pour elle-même. Le nain. Tu as officiellement trop de temps libre. Elle attrapa le vieux parapluie du coin du comptoir et sortit. La pluie froide trempa ses fines baskets en toile, mais elle s'accroupit à côté de lui et lui tapota doucement l'épaule. « Eh, monsieur, réveillez-vous, il pleut à verse, vous allez être trempé. » Aucune réponse. Le nain plissa le nez. Il empestait le whisky cher et la terre humide. Eh bien, un ivrogne de luxe. Elle rit pour elle-même. Mais quand elle remarqua ses mains tremblantes de froid et ses lèvres pâles, quelque chose en elle s'adoucit. Elle ne pouvait pas le laisser là. 10 minutes plus tard, l'homme était assis dans la banquette du coin, sur un siège en cuir rouge usé, fixant une assiette d'œufs au plat doré et une tranche de pain grillé beurré. Ce n'était même pas au menu. Juste quelque chose que le nain s'était préparé pour son propre encas de minuit. Mais elle le lui glissa, saupoudrant un peu de sel, de poivre et une pincée de coriandre du vieux présentoir à épices. Il regarda la nourriture, puis elle, ses yeux marron foncé injectés de sang et absents, comme s'il venait de se réveiller d'un très mauvais rêve. « Mangez avant que ça ne refroidisse, » dit le nain, ni ordre, ni plaisanterie, les mains sur les hanches comme une maîtresse d'école. « Je ne vous facture rien, mais la prochaine fois, ne vous évanouissez pas sur le porche. Les gens de Buileaugic pourraient penser que vous êtes un vampire ou un loup-garou. » Elle lui fit un clin d'œil, essayant de détendre l'atmosphère. Il hocha faiblement la tête mais ne dit rien. Le nain se retourna vers le comptoir, faisant semblant de nettoyer, bien qu'elle ne cessât de lui jeter des coups d'œil. Il mangeait lentement, par petites bouchées, comme quelqu'un qui essaie de se souvenir comment utiliser une fourchette. Il y avait quelque chose chez lui, pas seulement une beauté injuste, même si, oui, même trempé. L'homme était exaspérément beau, mais la façon dont il était assis, légèrement voûté, comme s'il portait un poids invisible. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans le miroir pendant les mois où sa mère était à l'hôpital, quand les factures s'accumulaient et que le nain faisait des doubles services pour rester à flot. Les jours où elle se demandait si elle s'échapperait un jour de cette ville, ou si elle était condamnée à n'être que la serveuse fatiguée au sourire forcé et aux chaussures usées. Elle chassa ses pensées. Allez, le nain. Pas de crise existentielle à minuit. Monsieur Fjank, maintenant zippé dans son imperméable et sur le point de partir, murmura en passant devant le comptoir. Fais attention à toi, le nain. Les jolis garçons qui débarquent ivres comme ça, c'est toujours une source d'ennui. Il lui fit un clin d'œil, révélant des dents jaunies et un sourire de travers.
Lena renifla et roula des yeux. « Détends-toi, Frank, je ne fais que lui donner des œufs, je ne l'épouse pas. D'ailleurs, le plus gros problème dans ma vie, c'est la machine à café cassée, pas un homme mystérieux. Pourtant. » Elle prépara une tasse de thé chaud, la dernière boîte en stock, et la posa doucement près de ça. « Main. Tenez, buvez ça, ça vous aidera, dit-elle. » Plus doucement qu'elle ne l'avait prévu, il leva les yeux vers elle pour la première fois. Et leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient marron foncé, illisibles, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Pendant une brève seconde, le cœur de Lena atteint un battement. Elle détourna rapidement les yeux, se réprimandant. « Lena, tu as regardé trop de films romantiques. » Il hocha la tête, prit la tasse et but une lente gorgée. Aucun remerciement, aucune explication. Lena n'en attendait pas. Elle voulait juste qu'il arrête de trembler, qu'il n'ait plus l'air d'avoir le monde qui s'effondre sur lui. Elle continua de ranger, essuyant les comptoirs, empilant les chaises. La pluie chuchotant toujours contre les fenêtres. Quand elle se retourna à nouveau, il s'était endormi à table, tenant toujours la tasse de thé. La tête posée comme celle d'un enfant fatigué. Lena le fixa un instant, puis secoua la tête. « Idiot, comment es-tu censé rentrer chez toi comme ça ?» Elle alla dans la réserve, attrapa un vieux pull en laine cadeau de Noël de l'année dernière d'un client aimable et le drapa sur ses épaules. Puis elle s'assit en face de lui avec sa tasse de café froid et attendit que la pluie cesse, non pas parce qu'elle n'avait rien de mieux à faire. Elle ne voulait juste pas qu'il se réveille seul. Dans un dîner froid et graisseux sous des néons vacillants. Le lendemain matin, quand Lena arriva pour le service du matin, il était parti. Seule la tasse de thé vive restait et en dessous, un billet de $50 froissé. Soigneusement plié, Lena haussa un sourcil, marmonna « Eh bien, si c'est ce que vous une assiette d'œufs. Je suppose qu'il est quelqu'un d'important. » Et laissa tomber l'argent dans la caisse avec un petit rire. Puis il oublia. La vie continuait, les habitués, le café, les tartes et les longues journées au Daisy's Dîner. Elle ne savait pas que l'homme était Beckett Kahn, un milliardaire avec le monde à ses pieds. Mais cette nuit-là, il n'était qu'un étranger solitaire qui avait besoin d'une assiette d'œufs et d'un peu de chaleur. Vous regardez Histoires de l'âme où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit pluvieuse. Et Lena Harpé avait presque oublié l'homme ivre aux chaussures de ville boueuse. Le Daisy's Dîner continuait d'exister tranquillement à Milwaukee en Oregon. Des jours sans fin de café tiède, de tartes aux pommes invendues et d'une radio crépitante jouant de vieilles chansons country. Lena essuyait toujours le comptoir, discutait avec les habitués et essayait de ne pas penser aux rumeurs selon lesquelles le dîner pourrait fermer. Mais chaque fois qu'elle regardait ses collègues Sally, l'amie de la cuisine qui élevait 2 jeunes enfants, ou Joël, le plongeur qui rêvait d'être chanteur, son cœur s'alourdissait. Si le dîner fermait, où irait-il? Où irait-elle d'un mercredi après-midi? Sous une pâle lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, la clochette de la porte tinta. Lena leva les yeux, prête avec son sourire de serveuse rodée, pour le voir se figer à l'instant où elle le vit, l'homme de la nuit pluvieuse. Mais cette fois, il n'était ni trempé ni affalé. Il portait un costume noir parfaitement taillé, ses cheveux soigneusement coiffés, et ses mêmes chaussures de ville, maintenant impeccables, glissait sur le plancher en bois usé du dîner. Il se tenait au milieu du Daisy's Dîner, entouré de l'odeur de graisse et de tarte, comme s'il sortait d'une publicité pour une montre de luxe. « Bonjour, dit-il, sa voix profonde et autoritaire, celle de quelqu'un habitué à donner des ordres. Je cherche Lena Harpé. » Lena clignait des yeux, tenant toujours son chiffon, son esprit soudainement embrouillé. Comment connaît-il mon nom? Attends, c'est le type ivre. Nouvelle jeta un coup d'œil à son bas, puis se medit silencieusement pour cette pensée. « C'est moi, répondit-elle prudemment. De quoi avez-vous besoin? Si c'est pour le pourboire de la semaine dernière, je l'ai déjà mis dans le pot commun. Pas de remboursement, désolé. » Elle eut un sourire en coin, essayant de plaisanter pour dissiper son malaise. Il ne rit pas, mais le coin de son œil tressaillit, comme s'il réprimait un sourire. « Je ne suis pas ici pour le pourboire, dit-il en s'approchant et en posant une carte de visite sur le comptoir. Lena baissa les yeux. Beckett Kahn, PDG, Kahn Hospitality Group. En dessous, le logo épuré d'une chaîne de restaurants de luxe qu'elle avait vue à la télévision. Le genre qui sert des steaks valant un mois de loyer. Elle fronça les sourcils, ses yeux allant de lui à la carte, comme si elle essayait de résoudre une énigme. « Attendez une minute, dit-elle en croisant les bras. Vous êtes vraiment riche? Alors pourquoi étiez-vous évanoui sur mon porche comme un sans-abri? Sans vouloir vous offenser, mais c'est bizarre. » Elle se mordit la lèvre, réalisant qu'elle était peut-être allée trop loin, mais ne s'excusa pas. S'il était plein aux as, il pouvait supporter sa franchise. Il laissa échapper un rire sec et bref, à peine un son, mais suffisant pour adoucir les angles vifs de son visage. « C'était une mauvaise nuit, dit-il.
La voix plus basse. Mais je suis ici pour autre chose. Ce dîner m'appartient. Et j'ai l'intention de le fermer. Lena eut l'impression d'avoir été giflée avec un seau d'eau. Glacée. Elle resta figée, serrant le chiffon, son esprit soudainement vide. Le fermer? Puis une pensée la frappa et elle lâcha. Attendez, vous possédez cet endroit? Vous êtes le fils de Daisy ou quelque chose comme ça? Ou vous le lui avez acheté? Elle montra la vieille photo sur le mur, Miss Daisy, la fondatrice, en robe à fleurs, souriant à côté de l'enseigne originale du dîner en 1970. Lena avait entendu des histoires à son sujet de la part de Monsieur Fjank, une femme forte qui avait fait du Daisy's dîner le cœur de Willow Creek avant de décéder il y a plus de 10 ans. Lena étudia le visage de Beckett, essayant de le lire, mais il resta immobile. Les yeux de Beckett suivirent son geste vers la photo, pendant un instant. Lena jura voir ses épaules se tendre, comme si l'image avait touché une vieille cicatrice. Miss Daisy, dit-il lentement, la voix presque un murmure. Il marqua une pause, les yeux s'attardant sur la photo, puis se retourna vers Lena. Son expression hermétiquement scellée. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je possède l'endroit et il perd de l'argent. Il esquiva la question, son ton redevenant soudainement froid. Comme un mur qui se reconstruit entre eux. Lena fronça les sourcils. Se sentant exclu. Pas important, il cachait quelque chose. Elle voulait insister, s'il n'était pas le fils de Daisy. Pourquoi avait-il l'air ému par la photo? Mais elle se retint. Son regard était devenu vif. Comme s'il en avait fini avec les discussions. Alors vous l'avez acheté? Demanda-t-elle, mi-sceptique, mi-taquine. Ou est-ce une histoire d'héritage secret? Comme si vous étiez son petit-fils perdu de vue? Beckett haussa un sourcil mais ne répondit pas directement. Je suis le propriétaire, dit-il platement. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Puis il pivota. Revenant directement aux affaires, cet endroit fonctionne à perte depuis 3 années consécutives. Il ne correspond plus à l'image de ma marque. Cependant, il marqua une pause. Son ton s'adoucissant juste un peu, je vous dois quelque chose. Une assiette d'œufs, le thé et un endroit sec où s'asseoir. Il parla lentement. Comme s'il puisait dans ce souvenir. J'ai donc une proposition. Lena arqua un sourcil. Qu'est-ce que c'est un soap opera? Une proposition? Écoutez, si vous êtes sur le point de m'offrir une tossa pour une assiette d'œufs, allez-y. Mais je vous préviens, je suis une conductrice épouvantable. Les bras croisés, elle garda un ton léger, mais son cœur battait la chamade. La question de Daisy la taraudait toujours, mais elle se tut pour l'instant. Pas une ça, dit Beckett, redevenu sérieux. Je veux que vous gériez ce dîner. Si vous parvenez à le rendre rentable, à le maintenir en vie, je ne le fermerai pas. Sinon, je le vendrai dans 3 mois. Il marqua une pause, croisant son regard. Vous aurez le contrôle total, menu, personnel, tout. Je financerai. Lena cligna des yeux, puis éclata de rire, le son résonnant dans le dîner presque vide. Vous plaisantez, n'est-ce pas que je suis une serveuse? Pas une chef étoilée. Je ne connais rien à la gestion. Elle secoua la tête. Le monde entier semblait soudainement à l'envers, mais ensuite elle regarda dans ses yeux. Ses yeux marrons profonds et stables, et le rire s'éteignit. Vous êtes sérieux, murmura-t-elle. Je ne plaisante pas avec les affaires, répondit Beckett, la voix comme de la glace. Vous avez une semaine pour décider. Si vous dites non, je vendrai la propriété à un promoteur qui veut en faire un salon de gamme. La sentit là. Chaleur lui montait aux joues. Elle voulait crier qu'il était fou. Qu'elle n'était qu'une fille qui avait abandonné l'université pour s'occuper de sa mère, qui ne savait que servir du café et faire rire les gens. Mais ensuite, elle pensa à 00100, Joel, Monsieur Fjank, et à tous les habitués des gens qui traitaient le Daisy's dîner comme une partie de leur vie. Elle regarda la photo de Daisy et se demanda comment elle se serait battue pour cet endroit. « Vous voulez que je le possède ?» demanda Lena, la voix mal assurée. « Genre, signer des papiers? Être la propriétaire légale ?» Beckett secoua la tête. « Non, juste le gérer. Je resterai le propriétaire. Mais si vous réussissez, j'envisagerai une récompense appropriée. » Lena plissa les yeux. « Une récompense? Qu'est-ce que c'est qui veut gagner des millions ?» Elle soupira. Regardant par la fenêtre où des flaques d'eau scintillaient sous le soleil de l'après-midi, elle ne croyait pas être celle qui sauverait le dîner. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser tout le monde perdre leur emploi, pas parce qu'elle était une héroïne. Juste parce qu'elle savait ce que ça faisait de perdre le seul endroit où l'on se sentait chez soi. « D'accord, dit-elle. La voix faible mais ferme, je vais essayer. Pas pour vous ou votre costume cher. Pour les gens d'ici. » Elle fit un signe de tête vers l'arrière, où Sally essuyait les tables et Joel frottait les casseroles. « Mais je vous préviens, si vous essayez d'ajouter du caviar au menu, je vous renverserai du café sur ce costume. » Beckett haussa un sourcil, clairement surpris. « Marché conclu, dit-il, les lèvres se courbant légèrement. Pas de caviar. Je reviendrai dans une semaine. » Il se tourna, se dirigeant vers la porte, laissant Lena debout derrière le comptoir, serrant son torchon, alors que la clochette tinta à nouveau, Lena marmonna, Lena harpé.
Tu viens d'accepter de gérer un dîner au bord de la faillite. Félicitations, tu es officiellement folle. Mais quelque part au fond d'elle. Elle sentit une étincelle. Pas de l'espoir, mais de la détermination. Elle ne savait pas qui était vraiment Beckett Kahn, ni pourquoi il esquivait ses questions sur Daisy. Mais elle savait une chose. Elle n'allait pas laisser le Daisy's dîner sombrer sans se battre. Chapitre 3, partenaires malgré eux. Une semaine s'était écoulée depuis que l'homme en costume était entré dans le Daisy's dîner. Avait lâché la bombe gérez-le ou je le ferme dans la vie de Lena Harpé. Et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait dit oui. Chaque matin, en déverrouillant la porte, elle regardait la photo de Miss Daisy sur le mur et marmonnait si vous étiez encore là. Vous me diriez probablement que j'ai perdu la tête. Mais ensuite, elle voyait Sally sourire à un client. Je vais fredonner une de ses chansons originales dans la cuisine et Jeanne sirotait son café dans sa banquette du coin habituel. Et elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Le Daisy's dîner n'était pas seulement un restaurant, c'était un foyer. Même si le toit fuyait et que tout sentait le vieux graillon. Fidèle à sa parole, Beckett Kahn revint le mardi matin cette fois sans le costume impeccable. Il portait une chemise retroussée et un pantalon, ressemblant moins à un milliardaire qu'à un type qui venait de quitter une réunion tendue. Le nain, essuyant le comptoir, le regarda et haussa un sourcil. « Pas de costume aujourd'hui ? Je pensais que vous dormiez dans un placard rempli de smoking de Himsbon. » Beckett lui adressa un léger sourire en coin. L'une de ces rares expressions que le nain avait appris à reconnaître comme sa version de j'essaie de ne pas être agacé. « Je suis ici pour travailler, » dit-il en posant un épais dossier sur le comptoir. Plan de rénovation, menu révisé. Estimation de coût. Il tapota les papiers, comme s'il faisait une présentation en salle de conseil. Si cet endroit doit être rentable, nous devons faire des changements. Le nain arrêta d'essuyer, croisa les bras et le regarda comme s'il venait de suggérer de peindre le dîner en rose fluo. Des changements? Comme transformer cet endroit en un salon chic avec des lustres et des sticks à $200? Elle fit un geste vers les banquettes en cuir rouge usé, les tables en bois rayé et le vieux box que Joe aimait allumer juste pour embêter les clients. Nos habitués viennent ici pour de la tarte et du café. Pas pour je ne sais quoi en français. Beckett soupira, se glissant sur un tabouret, l'air plus fatigué qu'elle ne s'y attendait. Le nain, je ne veux pas le transformer en salon, mais cet endroit est en train de mourir. Les meubles tombent en morceaux, le menu est coincé à l'époque de Nixon. Si nous ne modernisons pas, il ne survivra pas. Il ouvrit le dossier et montra une liste de plats. Des choses comme du bœuf à jus grillé au charbon de bois et une soupe de courge luternue à la truffe. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Le nain jeta un coup d'œil à la liste et éclata de rire. De la truffe? Vous pensez vraiment que Flamme va troquer son burger contre une soupe à la truffe? Ou que Sally va préparer quelque chose qui sonne comme un titre d'opéra? Elle secoua la tête et lui rendit le dossier. Les gens viennent ici parce que ça ressemble à la maison. Pas parce qu'ils veulent faire semblant d'être à Manhattan. Ils se disputèrent pendant plus d'une heure, la voix de Lena s'élevant. Beckett restant exaspérément calme, comme s'il était habitué au débat. Elle insistait sur les plats classiques, les burgers, la tarte aux pommes, les frites croustillantes, les choses qui faisaient ralentir le temps pour les habitués. Il voulait des options plus raffinées. Un nouveau sol et remplacer les banquettes en cuir rouge par des chaises en métal élégantes. Ça aura l'air plus propre, dit-il. Le nain rétorqua sèchement. Ouais, et on se croira à l'hôpital. Qui veut s'asseoir là-dedans? Le débat s'arrêta brusquement lorsqu'une lumière de la cuisine au-dessus d'eux vacilla, puis s'éteignit complètement. Parfait, marmonna le nain en grimpant sur une chaise pour dévisser l'ampoule. Encore une chose qui tombe en ruine. Probablement le comptoir après ça. Elle tendit le bras vers l'ampoule, la chaise vacillant sous elle. Avant qu'elle ne puisse crier, Beckett était là, stabilisant la chaise, la voix basse. Attention. Je n'ai pas besoin que ma première gérante finisse aux urgences. Le nain baissa les yeux et réalisa à quel point elle était proche. Les manches retroussées, les avant-bras fort exposés. Elle rougit et marmonna. Je ne suis pas votre employé, je suis la gérante, vous vous souvenez, mais elle ne repoussa pas sa main. Ensemble, ils remplacèrent l'ampoule par une de rechange de l'arrière-boutique. Quand la lumière se ralluma, le nain sauta à bas de la chaise, s'épousta les mains et dit « Vous voyez, je gère. Pas besoin de costume ni de truffe. » Beckett la regarda, son regard plus doux que d'habitude. « Vous êtes têtu, dit-il, non pas agacé. Presque admiratif. Mais je suppose que Miss Daisy l'était aussi. » Le nain cligna des yeux, pris au dépourvu. Miss Daisy, vous la connaissiez. Elle se souvint comment il avait esquivé ces questions la semaine précédente lorsqu'elle lui avait demandé s'il était apparenté à la fondatrice. Elle attendit, espérant qu'il en dirait plus. Mais il secoua simplement la tête, se détournant. J'ai entendu des histoires, c'est tout. Revenons aux affaires. Dans les jours qui suivirent, ils continuèrent à être en désaccord.
Mais de petits moments commencèrent à s'immiscer. Un jour, Lena renversa accidentellement du café sur le carnet de Beckett et paniqua en s'excusant. Mais il se contenta de rire un vrai rire qui la figea de surprise. Une autre fois, elle le surprit en train d'aider Joe à porter une caisse de pommes de terre. Sa chemise de ville couverte de poussière. Tiens, taquina-t-elle, un milliardaire qui connaît le travail manuel. Qui l'eût cru, vous seriez surprise de bien des choses, dit-il. Un après-midi tranquille. Le dîner étant vide, Lena lui apporta une part de tarte aux pommes chaudes. Goûtez ça, dit-elle. Voilà pourquoi les gens reviennent, pas pour je ne sais quoi à la truffe. Il hésita. Puis prit une bouchée. Lena l'observa comme s'il était un juge dans une émission de cuisine. Il mâcha lentement, les yeux mi-clos. Et pendant un instant, il ne ressemblait plus du tout à un PDG. Il ressemblait à un garçon se remémorant quelque chose de perdu. Ça a le goût de ce que ma mère préparait, dit-il. La voix si douce qu'elle faillit ne pas l'entendre. Il leva les yeux, croisa son regard, et pour la première fois, Lena vit une fissure dans son armure. Une profonde tristesse qui lui rappela la sienne, celle qui vient après avoir perdu quelqu'un que l'on aime. Elle voulut l'interroger sur sa mère, sur la raison pour laquelle il avait regardé la photo de Miss Daisy de cette façon. Mais au lieu de ça, elle hocha simplement la tête. Maintenant, vous comprenez pourquoi je veux le garder. Ce soir-là, ils s'assirent sans se disputer. Je ne suis pas contre le changement, Beckett, dit Lena tranquillement. Je veux juste que cet endroit ressemble toujours au dîner de Daisy. Un endroit où les gens se sentent les bienvenus. Beckett resta silencieux un moment, puis hocha la tête. D'accord, dit-il. Nous gardons l'âme ancienne, la tarte, les burgers, tout ça. Mais il fit un geste autour de lui, nous modernisons l'enveloppe, nouveau sol. Nouvelle chaise, peinture fraîche. Nous ne changeons pas son cœur, nous le ramenons juste à la vie. Lena le fixa. Surprise qu'il soit prêt à faire des compromis. Marché conclu, dit-elle en lui tendant la main. Il la lui serra, sa main chaude et ferme, et pendant un instant, Lena sentit une étincelle. Pas de l'espoir, quelque chose de plus étrange. Une connexion silencieuse. Elle ne savait toujours pas qui était la mère de Beckett, ni pourquoi il évitait les questions sur Miss Daisy, mais elle savait une chose. Dans la façon dont il regardait cette tarte, il y avait une partie de lui qui comprenait ce que signifiait perdre quelque chose de précieux, et de vouloir le retrouver. 2 semaines après son règne non officiel en tant que gérante du Daisy's Dîner, Lena Harpé ne savait toujours pas si elle faisait quelque chose de courageux, ou si elle jouait simplement dans une mauvaise sitcom que personne n'avait demandé. Chaque jour était une bataille de reçus, de factures et de débats enflammés avec Beckett, calme, sur la manière de préserver l'âme du dîner. Mais à travers toutes les joutes verbales, ils avaient atteint une trêve fragile. Préserver le charme nostalgique de Daisy tarte aux pommes, burgers, café noir tout en insufflant une nouvelle vie à l'endroit. Le nouveau plancher en bois avait été posé. Les banquettes en cuir rouge étaient parties se faire retapisser. Et Lena commençait à sentir que le dîner était doucement ranimé. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à la photo de Miss Daisy chaque jour, s'assurant qu'elle n'avait pas bougé d'un millimètre. Ce soir, après la fermeture, le dîner était calme. Seul le doux fredonnement de Sweet Caroline provenant de la vieille radio et la faible lumière dorée de la cuisine. Lena, toujours dans son uniforme avec son bas légèrement de travers, se tenait devant la cuisinière, remuant un bol de pâte à crêpes. Elle n'avait pas vraiment l'intention de cuisiner. Elle voulait juste tester une nouvelle recette de petit déjeuner, jusqu'à ce que Beckett se présente à l'improviste, une pile de paperasse à la main. J'ai apporté les rapports de coût de cette semaine, dit-il. Mais au lieu de partir, il s'assit au comptoir, l'observant avec une légère curiosité. Qu'est-ce que vous faites? Lena haussa les épaules, essayant de ne pas paraître troublé. Des crêpes? Vous voulez goûter? Mais je vous préviens, je ne suis pas Julia Child. Elle versa la pâte dans la poêle, l'odeur de beurre fondu s'élevant alors que Beckett s'éloignait du tabouret et entrait dans la cuisine. Je peux aider? Demanda-t-il si sérieusement qu'elle éclata de rire. Vous aider? Quoi? Les milliardaires savent retourner des crêpes maintenant? Le taquina-t-elle en lui tendant une cuillère en bois. Remuez la pâte, mais si vous en renversez, c'est vous qui nettoyez. Beckett prit la cuillère et remua avec la concentration maladroite de quelqu'un qui désamorce une bombe ou, comme le pensa Lena, comme un enfant construisant son premier projet de science. Elle réprima un sourire, le regardant mélanger comme un ingénieur des ponts, vérifiant ses ongles. Ils travaillèrent côte à côte dans un silence détendu, rompu seulement par Lena, le guidant doucement pour verser la pâte et retourner les crêpes, mais ensuite distraite par la façon dont ses manches étaient retroussées, révélant des bras étonnamment musclés, elle oublia de retourner sa crêpe. Une odeur de brûlé emplit l'air. Oh non! S'écria-t-elle en retournant la crêpe pour révéler un côté carbonisé. Son visage devint rouge, alors qu'elle regardait Beckett. D'accord. Ne dites rien. Je vous ai dit que je n'étais pas une vraie cuisinière. À sa grande surprise, Beckett ne resta pas de marbre. Il rit, vraiment rit, un son chaud et grave qui résonna dans la cuisine,
prenant le nain au dépourvu. Vous venez de transformer cette crêpe en charbon de bois, dit-il. Les yeux pétillants. Devrais-je déduire de votre salaire la destruction de biens de l'entreprise? Mais sa voix ne contenait aucune trace de taquinerie, juste un amusement doux. Même embarrassé, le nain rit avec lui lançant un torchon. Essayez. Et je vous verserai tout le bol de pâte sur votre chemise chic. Ils se tinrent là, souriant dans la fumée de la cuisine. Et le nain réalisa que c'était la première fois qu'elle voyait Beckett vraiment humain. Pas le PDG froid, pas l'homme qui esquivait ses questions sur Miss Daisy. Juste un type avec un rire qui lui serrait la poitrine de manière inattendue. Elle se détourna, faisant semblant de se concentrer sur la nouvelle fournée de crêpes, essayant de calmer le battement dans sa poitrine. « Reprends-toi, le nain, c'est ton patron. Pas ton béguin de lycée. » Essayant de briser la tension, elle lui glissa une crêpe fraîche, non brûlée. « Tenez. Goûtez. Si vous détestez, je démissionne sur le champ. » Beckett prit une fourchette et goûta. Le nain l'observa comme s'il attendait une critique d'un guide Michelin. Il mâcha lentement, les yeux se fermant une seconde, puis dit, la voix plus rauque que d'habitude, ça a exactement le goût de ce que ma mère préparait. Le nain leva les yeux, surprise par la tendresse dans son ton. Votre mère était-elle une bonne cuisinière? Elle hésita, espérant que cette fois il ne la repousserait pas, qu'il la laisserait entrer juste un peu. Beckett posa la fourchette, le regard lointain, comme s'il ne la regardait plus elle. Mais quelque part au loin, c'était la meilleure cuisinière que j'ai jamais connue, dit-il doucement. Et elle était Daisy. Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Comme si prononcer ce nom faisait remonter à la surface une partie de lui longtemps enfouie. Ma mère, Daisy Cannes. Le nain se figea. La cuillère glissa de sa main et tomba sur le comptoir. Miss Daisy. Vous voulez dire, la Daisy du Daisy's dîner était votre mère? Elle montra la photo encadrée sur le mur. Miss Daisy dans sa robe à fleurs, souriant sous l'enseigne originale. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Je vous l'ai demandé la semaine dernière. Vous avez agi comme si je demandais les codes nucléaires. Beckett regarda la photo, et cette fois, il ne détourna pas le regard. Quand elle est morte, dit-il, la voix lourde et basse, je ne pouvais pas revenir ici. Cet endroit, c'était tout ce qu'elle aimait, chaque coin, chaque banquette, chaque tache de café. C'était elle, et je savais que si je revenais, ça me briserait. Il se tourna vers le nain, les yeux à vif. Elle est décédée il y a 3 ans. Un cancer. J'étais avec elle à la fin, mais après. J'ai fui, j'ai bâti un empire. Mais je ne pouvais pas franchir cette porte. Il déglutit, la nuit où vous m'avez trouvé. C'était la première fois que je revenais ici depuis sa mort. J'étais ivre parce que je ne savais pas comment y faire face autrement. Le nain resta immobile, la poitrine serrée. Elle connaissait trop bien ce sentiment, sa mère était également décédée de maladie. Et elle s'était jetée à corps perdu dans les doubles services juste pour tenir le deuil à distance. Mais en regardant Beckett maintenant, elle ne voyait pas un milliardaire ou un patron difficile, elle voyait un garçon qui avait perdu sa mère, portant toujours cette blessure. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle. Je ne savais pas, mais je pense qu'elle serait fière de vous. Que vous ayez fui ou non, Beckett la regarda et quelque chose sur son visage s'adoucit. Comme si ces mots avaient atteint un endroit que personne d'autre n'avait touché depuis des années. Vous savez, dit-il, vous me rappelez elle. Pas à cause des crêpes brûlées, mais parce que vous vous souciez des autres, vous ne laissez personne de côté. Pas même un type. Ivre sur un porche, il esquissa un petit sourire triste qui signifiait en quelque sorte plus que n'importe quel discours. Le nain rougit, ne sachant que dire. Elle voulait le réconforter, en demandait plus, comprendre l'homme derrière le nom. Mais au lieu de ça, elle poussa à nouveau l'assiette vers lui. Mangez plus, dit-elle. C'est gratuit, juste pour cette fois. Il rit doucement, prit la fourchette et ils mangèrent en silence. Les seuls sons étant la douce mélodie de la radio et le bourdonnement de la lumière de la cuisine. Au-dessus d'eux, quand Beckett partit enfin, le nain s'attarda dans la cuisine, fixant la photo de Miss Daisy. « Madame, murmura-t-elle, votre fils est compliqué. Mais je pense que vous aimeriez la façon dont il essaie. » Elle sourit faiblement pour elle-même, et au fond d'elle, elle le savait. Elle commençait à voir Beckett Cannes sous un nouveau jour, non plus seulement comme un patron, mais comme quelqu'un qu'elle voulait comprendre. Même si elle n'était pas encore prête à l'admettre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que le nain Harpé et Beckett Cannes avaient conclu une trêve pour préserver l'âme du Daisy's dîner, tout en lui donnant un coup de jeûne bien mérité. Et le petit restaurant de Willowgick, en Oregon, avait recommencé à respirer. Les vieux planchers avaient été remplacés par du bois de noyer poli. Les banquettes en cuir rouge, remises à neuf, étaient toujours vintage, mais plus craquelées. Les murs étaient repeints d'un crème doux, et la photo de Miss Daisy, désormais dans un cadre neuf, souriait comme si elle approuvait les changements. Le dîner était toujours celui de Daisy, tarte aux pommes au four, musique country à la radio. Et cette chaleur familière qui vous enveloppe comme une étreinte, mais maintenant, il semblait de nouveau vivant. Les clients revenaient.
Et pas seulement les fidèles habitués comme Monsieur Fschank. De nouveaux visages apparaissaient, des familles des villes voisines, des camionneurs au long cours. Et même quelques étudiants d'une université à 2 heures de route. L'air bourdonnait de rire et de discussion. Comme si l'endroit s'était enfin réveillé d'un long sommeil. Lena se tenait derrière le comptoir, servant du café à un groupe de clients. Son sourire à la fois professionnel et sincère. Elle aimait cette énergie, mais ce qui la surprenait le plus, c'était la routine qui s'était développée avec Beckett. Chaque après-midi vers 15 heures, il se présentait plus en costume, mais en chemise retroussée et en ligne, comme s'il essayait de se fondre dans la vie de la petite ville. Le nain ne lui demandait jamais pourquoi il restait si longtemps, il était le propriétaire après tout. Mais elle commençait à remarquer comment il s'asseyait toujours au même coin du comptoir, sirotant son café, faisant semblant de lire le journal, de consulter des rapports. Mais la regardant toujours quand elle discutait avec les clients. Aujourd'hui, il n'était pas différent. La cloche au-dessus de la porte tinta et Lena, en essuyant le comptoir, leva les yeux pour voir Beckett entrer. Elle ne dit rien, elle attrapa simplement une tasse en céramique blanche, versa du café noir et la posa devant lui alors qu'il s'asseyait. « Merci, » dit-il de sa voix basse. Lena hocha la tête. Un léger sourire jouant sur ses lèvres, aucun mot n'était nécessaire. Il s'était installé dans un rythme, café, un regard, puis le silence. Lena trouvait cela étrange au début. Maintenant, elle le trouvait réconfortant. Comme de savoir que M. Flank demanderait toujours un toast supplémentaire le vendredi. Mais à côté de ce confort, il y avait la peur. Chaque fois que le nain surprenait Beckett hochant la tête à ses histoires sur les habitués s'éclipsant pour aider Sally à porter des caisses de légumes, elle sentait une étincelle de chaleur qui l'effrayait. Trop beau pour être vrai, se disait-elle. Elle avait cru aux bonnes choses autrefois, comme lorsque sa mère lui avait promis qu'elle irait mieux. Et la vie lui avait appris que les bonnes choses avaient une façon de disparaître. Beckett était un milliardaire, le fils de Daisy. Un homme qui appartenait au monde au-delà de ce dîner. Elle n'était que le nain. La serveuse aux chaussures usées et aux rêves flous. Il est là pour le dîner, pas pour toi, se rappelait-elle. Mais son cœur n'écoutait pas. Beckett, sirotant son café, sentait aussi le changement. Le Daisy's dîner ne le hantait plus. Il ne venait plus seulement pour superviser les rénovations ou consulter les tableurs. Il venait pour l'odeur de la chaleur des rires et pour le nain. Il aimait la façon dont elle taquinait Jacques parce qu'il buvait trop de café. La façon dont elle se souvenait des noms des enfants de Sally. Comment elle faisait en sorte que tout le monde se sente chez soi. À travers le nain, le dîner redevenait un foyer. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa mère, Miss Daisy. Assis là, il se sentait apaisé, entier, comme s'il avait retrouvé une pièce manquante de lui-même. Ils se disputaient toujours, bien sûr. Et c'était devenu le moment fort de leur journée à tous les deux. Aujourd'hui, le nain apporta une suggestion de menu manuscrite, et Beckett fronça immédiatement les sourcils. « Vous les frites du sud et purée de pommes de terre ?» demanda-t-il. « Le nain, nous avons besoin de quelque chose d'un peu plus raffiné, comme une salade de quinoa. Peut-être du saumon poêlé. » Le nain renifla et croisa les bras. « Du quinoa? Vous pensez que quelqu'un à Willowkijik va commander une salade de quinoa? Monsieur Fschank penserait que ce sont des graines pour oiseaux. » Elle montra du doigt un groupe de camionneurs en train de manger des burgers par la fenêtre. Ces gens volent de la vraie nourriture. Pas quelque chose qui appartient à Instagram. Beckett soupira, mais ne put cacher un tic de sourire. « Vous êtes plus têtu que ma mère, et ce n'est pas peu dire. » Il tapota son stylo contre le comptoir. « D'accord, gardez le poulet frit. Mais je veux essayer une soupe à la citrouille, sans truffe, promis. » Le nain haussa un sourcil, faisant semblant de réfléchir. « Soupe à la citrouille, d'accord. Mais seulement si vous promettez de ne pas l'appeler d'un nom français chic, comme velouté. Par ici, on appelle ça de la soupe, purement et simplement. » Ils rirent tous les deux. Les disputes n'étaient plus vraiment des disputes, elles étaient devenues une sorte de danse. Un pas en avant, un pas en arrière, trouvant toujours un terrain d'entente à la fin. Après la fermeture, une fois le dernier client parti, le nain resta pour nettoyer. À sa grande surprise, Beckett ne partit pas. Il l'aida à empiler les chaises. Elle le regarda, perplexe. « Vous n'êtes pas censé être à Portland ou quelque chose comme ça? Je suis sûr qu'une douzaine de réunions du conseil d'administration vous attendent. » Beckett haussa les épaules en essuyant une table. « Elles peuvent attendre. D'ailleurs, je préfère être ici. » Il le dit nonchalamment, sans fanfare. Mais le nain sentit son cœur battre plus fort. « Il préfère être ici, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Elle voulait demander, mais au lieu de ça, elle hocha la tête, faisant semblant de se concentrer sur l'essuyage du comptoir, craignant que si elle en disait trop, le moment fragile ne se brise. Quand ils eurent fini de nettoyer, le nain leur prépara une autre tasse de café à tous les deux. Ils s'assirent dans le coin du dîner, en silence. Pas de confession, pas de promesse. Juste leur présence tranquille sous la douce lueur jaune des lumières. Avec la radio jouant une vieille ballade en fond sonore. Le nain le regarda, la façon dont il tenait la tasse,
Comment elle souriait quand elle lui raconta que Joey avait failli laisser tomber tout un plateau de tartes plus tôt, et en un éclair, elle comprit. Il n'est pas ici pour le dîner. Il est ici pour moi. Cette pensée la terrifia. Elle baissa les yeux, faisant semblant de s'occuper de sa serviette. Le cœur noué. Et si je me trompe? Et s'il est juste gentil par pitié ou par culpabilité? Ou par nostalgie de sa mère, elle voulait croire qu'il voyait quelque chose en elle. Mais la peur persistait. Son cœur, déjà si souvent fissuré, pourrait ne pas survivre à une autre erreur de lecture. Beckett. Comme s'il sentait son changement d'humeur, leva les yeux. Ça va, demanda-t-il doucement. Le nain sourit, cachant le tremblement dans sa poitrine. Ça va. Juste. Le dîner a été plus fréquenté ces derniers temps. Un peu fatigant. Mais c'est bien, non. Elle jeta un coup d'œil autour de la lumière chaude. Des banquettes vides qui seraient à nouveau pleines demain, le souvenir des rires résonnant encore. Beckett hocha la tête, ses yeux s'attardant sur elle plus longtemps que d'habitude. C'est bien? Dit-il doucement, et pas seulement à cause du dîner. Lena sentit son souffle se couper. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Beckett se leva, tapotant légèrement le comptoir. Je reviendrai demain, dit-il. N'oubliez pas mon café. Et sur ce, il partit, laissant le nain avec 2 tasses de café à moitié bu. Une douce chanson à la radio. Et un cœur qui ne savait plus où finissait son silence et où commençait son désir. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de l'histoire de l'âme, nous vous invitons chez nous. Là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Le désir dîner était maintenant plus fréquenté que jamais. Comme si Willow Gix était enfin souvenu que le petit restaurant était le cœur de la ville. Chaque jour, le narpe filait entre les tables, servant du café, prenant des commandes et riant avec les clients. De Monsieur Fchamk à la rotation incessante des camionneurs de passage. Le dîner brillait avec ses planchers en bois poli, ses banquettes en cuir rouge fraîchement rembourrées et ses lumières dorées chaleureuses qui donnaient l'impression d'une soirée d'automne toute l'année. Mais dans cette effervescence, le nain ne pouvait toujours pas se défaire du rythme qui était devenu une partie d'elle. Chaque après-midi, Beckett entrait, prenait sa place habituelle au comptoir. Et elle lui servait son café noir habituel, sans sucre, sans mots inutiles. Juste des regards silencieux et de doux sourires. Le nain se disait de ne pas y voir plus, d'arrêter de rêver. C'est juste une routine. Se chuchotait-elle. Ne confond pas le réconfort avec quelque chose de plus. Mais son cœur, têtu et plein d'espoir, n'écoutait pas. Ce vendredi après-midi, le dîner bourdonnait d'une énergie de fin de semaine. La cloche au-dessus de la porte tinta et le nain leva les yeux avec son sourire habituel. Mais au lieu d'un visage familier, une femme entra. Comme quelqu'un qui se serait perdu en se rendant à un défilé de mode à New York. Grande, avec des cheveux blonds lisses. Elle portait une robe moulante écarlate et des talons aiguilles. Ses yeux bleus glacial balayèrent le dîner comme si c'était une friperie dans laquelle elle n'avait pas l'intention d'entrer. Le nain clignait des yeux, sentant soudain le dîner se rétrécir sous ce regard. « Bonjour, dit-elle, affichant un sourire légèrement forcé. « Bienvenue, vous pouvez vous asseoir. Voici le menu. » La femme ne répondit pas. Elle toisa le nain de la tête aux pieds. De son simple uniforme de serveuse à ses baskets en toile usée. « Je ne suis pas ici pour manger, dit la femme froidement. Sa voix empreinte de condescendance. « Je cherche Beckett Kahn. Il est ici, n'est-ce pas ?» Elle pencha la tête, souriant finement comme une lame. Un malaise picotant rampa le long de la colonne vertébrale de le nain. Comment connaît-elle Beckett? Qui est-elle pour me regarder comme si j'étais la domestique? Il est dans le bureau, juste après la cuisine, répondit prudemment le nain, en montrant le couloir. Je peux aller le. Inutile, la coupa la femme, passant devant le comptoir sans permission. Ses talons claquant sèchement sur le plancher en bois. Le nain la fixa, la bouche ouverte, avant de se précipiter après elle. Et vous ne pouvez pas simplement. Commença-t-elle, mais il était trop tard. Beckett était déjà sorti du bureau, les manches retroussées, tenant une pile de papier. Il se figea en la voyant, la surprise traversant son visage avant que ses traits ne se durcissent. « Clara, dit-il, la voix plate. Que fais-tu ici, Clara ?» C'était donc son nom. Sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Beckett, tu te caches dans ce trou perdu? J'ai entendu dire que tu injectais de l'argent dans ce petit dîner. » Elle regarda autour d'elle avec des lèvres pincées, comme si l'odeur de tarte aux pommes l'offensait. « Très peu Beckett de ta part. » Le nain se tenait derrière le comptoir, la main crispée sur un torchon. Elle se sentait invisible. Clara était-elle une ex, une petite amie actuelle? Le nain jeta un coup d'œil à Beckett, espérant des éclaircissements. Mais il se contenta de croiser les bras et de dire sèchement « Je suis occupé. Si tu as quelque chose à dire, fais vite. » Les yeux de Clara brillèrent. Elle s'approcha et posa une main sur son épaule, comme s'il partageait encore quelque chose. « Je suis juste curieuse, dit-elle. Tu as juré de ne plus jamais revenir ici, pas après ta mère. Et maintenant tu joues à la rénovation avec
Elle se tourna, son regard transperçant Lena. Elle, cette serveuse, sérieusement, Beckett, qui est-elle? Tout le visage de Lena s'embrasa. Un mélange de colère et de honte montant dans sa poitrine. Elle voulait crier « Je ne suis pas juste une serveuse. C'est moi qui essaie de sauver cet endroit. » Mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge. Elle baissa les yeux sur ses chaussures usées, se sentant soudainement petite, comme si chaque café qu'elle avait versé, chaque fin de soirée passée aux côtés de Beckett, chaque rire silencieux ne signifiait rien à côté de cette femme, qui avait l'air d'appartenir à une suite de grands hôtels. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Beckett s'avança et retira doucement la main de Clara de son épaule. « Elle s'appelle Lena, » dit-il, la voix calme et tranchante comme un rasoir. « C'est elle qui gère ce dîner et c'est la seule personne qui ne s'est pas souciée de qui j'étais, mais qui m'a donné une assiette d'œufs quand j'en avais le plus besoin. » Il croisa les yeux de Clara sans ciller. « Et toi, Clara? Tu es venue ici pour me rappeler pourquoi nous avons rompu ?» Clara cligna des yeux. Son sourire posé vacillant, toujours aussi amer, hein, lança-t-elle. « Je voulais juste voir dans quel genre de pétrin tu perdais ton temps. Cet endroit, elle. » Elle fit un geste vers Lena. « Ils ne sont pas dignes de toi. Tu es Beckett Kahn. Pas un bricoleur dans un dîner miteux. » Le cœur de Lena se tordit. Les mots de Clara frappaient. Là-haut, ça faisait le plus mal. « Je ne suis pas assez bien. Je ne le serai jamais. » Elle se détourna, faisant semblant de nettoyer la machine, sa vision se brouillant. Elle voulait disparaître, se fondre dans les murs et échapper au poids du jugement de Clara et du silence de Beckett. Mais Beckett ne resta pas silencieux. « Ça suffit, dit-il, la voix soudainement glaciale. Le n'a vaut plus qu'une centaine de salons de dames que tu juges dignes. Tu ne comprends pas. Cet endroit, tu ne comprenais pas ma mère et tu ne me comprends certainement pas. Pars, Clara, ne reviens pas. » Clara resta figée, les joues rouges, puis elle laissa échapper un rire amer. « Très bien. Mais tu le regretteras quand la réalité te frappera. » Elle tourna les talons, ses talons claquant, et disparut par la porte, laissant derrière elle un silence plus lourd que n'importe quel bruit. Lena se tenait derrière le comptoir, les mains tremblantes alors qu'elle tenait le chiffon. Les mots de Beckett résonnaient dans son esprit. « C'est la seule personne qui ne s'est pas souciée de qui j'étais. » Et ils remuèrent quelque chose de profond en elle. Gratitude, confusion, espoir, douleur. Il l'avait défendue. Mais pourquoi était-ce par pitié? Lui rappelait-elle sa mère? Elle le regarda, voulant le remercier, voulant demander. Mais le vieux doute de soi refit surface. « Tu n'appartiens pas à son monde. Clara a raison. Tu n'es qu'une serveuse. » Beckett s'approcha, sa voix plus douce maintenant. « Ne la laisse pas t'atteindre. » Lena hocha la tête mais évita ses yeux. « Je sais. » Elle se détourna, essuyant le comptoir déjà propre, terrifiée que s'il la regardait, il verrait ce qu'elle ressentait vraiment, qu'elle tombait amoureuse de lui et avait peur de ne pas être assez bien. Beckett resta là un instant, comme s'il voulait en dire plus. Mais il hocha simplement la tête. « Je serai dans le bureau si tu as besoin de moi. » Il partit tranquillement. Et Lena resta seule avec son café à moitié plein refroidissant sur le comptoir et son cœur se brisant silencieusement à côté. Le Daisy's dîner brillait de mille feux au cœur de Willoughby en orgon, n'étant plus une relique délavée aux banquettes de cuir craquelé et au plancher qui grince. Après plus d'un mois sous la direction de Lena Harpey, le dîner était plus fréquenté que jamais. Des familles, des camionneurs et même des gens de Portland, attirés par les murmures d'une tarte aux pommes comme celle que faisait maman. Le nouvel intérieur plancher en noyer, siège en cuir rouge rutilant, mur crème d'où conservait son charme nostalgique, tandis qu'un éclairage chaleureux et la photo de Miss Daisy au mur donnaient à chacun l'impression d'être rentré à la maison. Lena travaillait sans relâche chaque jour, servant du café, riant avec les clients et mettant discrètement de côté une tasse de café noir sans sucre pour Beckett Kahn, qui était devenu une figure aussi emblématique du dîner que la tarte elle-même. Mais depuis la visite de Clara, l'ex-élégante et glaciale de Beckett, Lena portait un malaise silencieux. Ses paroles résonnaient encore dans son esprit. « C'est la seule qui ne s'est pas souciée de qui j'étais. » Elle l'avait réchauffé, mais aussi laissé meurtri. Avait-elle imaginé le lien entre eux? Beckett la voyait-il vraiment comme quelqu'un qui comptait? Ou n'était-elle qu'un doux rappel d'un passé qu'il n'était pas prêt à laisser partir? Chaque fois qu'il s'asseyait au comptoir, elle luttait contre l'envie de le regarder trop longtemps, craignant que ses yeux ne trahissent le tumulte de son cœur. Ce samedi matin était animé et lumineux. Lena prenait la commande d'un groupe de famille lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux, prête avec un salut, mais s'arrêta. Un homme en costume gris élégant entra, les cheveux soigneusement coiffés en arrière, portant des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Il balaya le dîner du regard avec une expression de quelqu'un qui venait d'entrer dans une friperie. Le sourire de Lena vacilla. « Encore un homme de Portland, devina-t-elle. Probablement ici pour transformer l'endroit en quelque chose qui n'a jamais été destiné à être. »« Bonjour, dit-elle, polie et professionnelle. Asseyez-vous. Je vous apporte un menu. » L'homme secoua la tête.
enlevant ses lunettes pour révéler des yeux vifs et calculateurs. Je ne suis pas ici pour manger. Je suis Richard Holt du groupe Horizon. Je cherche Beckett Kahn. Et il jeta un coup d'œil à son bas, Lena harpait. Je rentre, Lena croisa les bras. Se sentant soudainement interrogée. C'est exact, que voulez-vous? Elle jeta un regard vers le petit bureau derrière la cuisine où Beckett examinait habituellement les papiers, mais elle ne l'appela pas tout de suite. Le groupe Horizon, elle se souvenait d'eux. Une énorme entreprise connue pour racheter des biens immobiliers pour construire des salons, des hôtels et d'autres expériences de luxe dont Will Hookjik n'avait pas besoin. Holt sourit. Un sourire poli et étudié. J'ai une proposition commerciale pour le dîner. Ses yeux balayèrent la pièce à la recherche d'un endroit plus privé. À contre-cœur, Lena le conduisit au bureau. Beckett était déjà là, levant les yeux d'une pile de documents. Richard, dit Beckett, les sourcils haussés. Je ne me souviens pas vous avoir invité ici. Richard sourit. Beckett. J'attends une réponse depuis cette nuit il y a des mois. Vous aviez dit que vous étiez prêt à vendre le Daisies. J'en ai marre d'attendre. Alors je suis venu en personne. Il glissa une enveloppe épaisse sur le bureau. Voici le chiffre assez pour construire 3 nouveaux restaurants. Et mademoiselle Harpé. Il se tourna vers Lena, les yeux brillants. Il y a un bonus généreux pour vous si vous aidez à le persuader. Lena resta figée. Le cœur battant, c'était donc vrai. Beckett avait prévu de vendre le dîner cette nuit-là où il était ivre. Alors, qu'est-ce qui avait changé? Elle se tourna vers Beckett, attendant sa réponse. Mais il se contenta de croiser les bras et de la regarder. Lena, dit-il d'une voix calme, c'est votre décision. Ce dîner est à vous de toutes les manières qui comptent. Lena cligna des yeux, stupéfaite. Moi? Décidé de sa pelle ouvrit l'enveloppe. Le nombre à l'intérieur avait 7 chiffres, une somme qui pouvait changer une vie. Holt intervint. Son ton plus vif. Mademoiselle Harpé, soyons réalistes. Cet endroit est mignon, bien sûr. Mais il ne peut pas rivaliser avec les marchés modernes. Notre salon apporterait des emplois, des touristes, du capital. Vous voulez que Will Hookjik se développe, n'est-ce pas? Lena s'assit, prit une lente inspiration, puis croisa son regard. Vous voulez du réalisme? Laissez-moi vous donner du réalisme. Elle tapota son doigt sur le bureau. Sa voix d'acier avec une pointe d'humour sec. Nos clients, monsieur Frank, Sally, les familles qui viennent chaque dimanche, n'ont pas besoin de cocktails à 30 $ ou de lumières LED vacillantes. Ils veulent de la tarte aux pommes, du café noir et un endroit qui ressemble à la maison. Si vous transformez ça en salon, vous perdez la seule chose que l'argent ne peut pas acheter, l'âme du Daisies. Holt ricana. Peu impressionné. L'âme, mademoiselle Harpé, c'est du business. Pas un film à l'eau de rose. Ce chèque pourrait changer votre vie. Vous ne voulez pas un nouveau départ? Lena hésita. Ses yeux se tournèrent vers la photo de Miss Daisy sur le mur. Elle avait autrefois rêvé de quitter Will Hookjik. Les mots de Clara résonnaient encore à ses oreilles. Qu'elle n'avait pas sa place aux côtés de quelqu'un comme Beckett. Peut-être que si elle vendait le dîner, elle pourrait disparaître avec l'argent. Fuir la douleur de ne pas être assez bien. Mais ensuite, elle pensa aux fins de soirée avec Beckett, à l'odeur des crêpes brûlées, au rire de Sally et à monsieur Frank qui laissait toujours un pourboire supplémentaire pour une tasse de café ordinaire. Le Daisies n'était pas seulement un dîner, c'était un foyer. Non, dit Lena en repoussant l'enveloppe vers Holt. Je ne vends pas. Le Daisies n'est pas à vendre, c'est à nous. Et je ne vais pas vous laisser le transformer en boîte de nuit pour les élites de Portland. Elle regarda Beckett, s'attendant à un défi, mais il hocha simplement la tête, ses yeux brillants de quelque chose comme de la fierté. Holt se leva brusquement, le visage rouge. Vous le regretterez, dit-il sèchement. Tous les deux, il sortit en trombe, la porte claquant derrière lui. Le silence qu'il laissa était épais. Lena et Beckett restèrent dans le bureau, juste deux. Lena s'affaissa sur la chaise, les mains tremblant légèrement. Prise entre la fierté et la peur, elle regarda Beckett, qui rassemblait calmement des papiers. Elle déglutit, puis demanda doucement, « Beckett, pourquoi m'as-tu laissé décider de ça ?» Holt a dit que tu avais l'intention de vendre cet endroit la nuit où tu t'es saoulé. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi m'as-tu choisi une serveuse qui ne connaît rien aux affaires pour gérer cet endroit? Beckett marqua une pause, son regard se posant sur la photo de Miss Daisy, puis il se dirigea vers la fenêtre, regardant la douce lumière sur Will Hookjik. Quand il se retourna, ses yeux sombres étaient ouverts, sincères. Cette nuit-là, dit-il lentement, j'ai appelé Richard parce que j'étais ivre et brisé. Je pensais que vendre le Daisies couperait le cordon, effacera les souvenirs. Je ne pouvais même pas franchir la porte d'entrée après la mort de maman. Cette nuit-là, c'était la première fois que je revenais. Je n'avais pas la force d'y faire face. J'ai fui le deuil. Il s'approcha, sa voix stable et basse, mais ensuite tu m'as trouvé, Lena. Tu m'as donné des œufs, du thé et un endroit où m'asseoir sans me demander qui j'étais. Tu m'as rappelé que le Daisies n'était pas seulement le dîner de ma mère,
C'était un endroit où les gens avaient leur place, où ils étaient vus et pris en charge exactement comme elles le voulaient. Tu m'as donné une raison de rester, de me battre pour ça. Et je t'ai choisi parce que tu es la seule qui pouvait ramener ça. Lena resta immobile. Le cœur battant, les yeux piquants. Elle voulait dire qu'elle avait peur, qu'elle n'était pas sûre d'être à l'auteur. Mais la façon dont il la regardait, avec respect et quelque chose de plus profond, la laissa sans voix. « Tu crois vraiment en moi à ce point ?» demanda-t-elle doucement, essayant d'alléger le ton avec un rire. « Je veux dire, je viens de refuser 1 million de dollars. Je suis peut-être vraiment folle. » Beckett rit. Un rire plein et chaleureux qui fit battre son corps. « Tu n'es pas folle, Lena. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Et tu viens de faire quelque chose dont ma mère aurait été fière. » Il pencha la tête, la regardant comme s'il voyait quelque chose de nouveau. « Je suis fier de toi. » Elle rougit en murmurant, « Ne comptez pas sur moi pour refuser 1 million à nouveau. Je ne suis pas sûre d'être aussi courageuse. » Ils rirent et retournèrent tranquillement à leur tâche comme si rien n'avait changé. Mais Lena savait que cette décision ne consistait pas seulement à sauver le Daisies. Il s'agissait de se sauver elle-même, de choisir de rester, de tenir bon, d'être plus que ce qu'elle avait cru pouvoir être. Et quand elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et vit Beckett aider Joey à décharger une caisse de pommes de terre, elle sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, pas seulement de l'admiration, mais une lueur de confiance, peut-être même d'amour. Et pour la première fois, Lena pensa, peut-être que je suis assez bien. Le Daisy's dîner n'avait jamais été aussi radieux que ce soir-là. Des guirlandes lumineuses scintillaient le long du porche, l'enseigne rouge était fraîchement polie, et l'odeur de tarte aux pommes mêlée au poulet frit du sud flottait à travers Willow-Creek. En Oregon, la fête de réouverture, méticuleusement planifiée par Lena Harpé, était sa façon de remercier les clients fidèles, d'accueillir de nouveaux visages et de prouver que le Daisy's était toujours le cœur de la ville. Des tables supplémentaires avaient été installées à l'extérieur. Le vieux Hawkbox de Joey jouait des airs country joyeux. Et toute la ville semblait s'être rassemblée, apportant avec elle des rires et de vieilles histoires. Lena filait de table en table, un plateau de burger à la main, son sourire éclatant même si ses baskets en toile usée commençaient à lui faire mal. Monsieur Fshank ne mangeait pas toute la tarte, taquina-t-elle en le surprenant avec 2 assiettes. Monsieur Fshank lui fit un clin d'œil et répondit, « Tu me fais sentir 20 ans plus jeune, Lena, alors je dois manger 2 fois plus, à proximité. » Sully racontait à un groupe d'invités l'histoire de son fils qui avait dessiné une image du Daisy's pour l'accrocher en classe et Joel, exceptionnellement soigné dans une chemise propre, fredonnait avec la musique, faisant glousser quelques enfants. Au milieu du chaos joyeux, Lena jeta un coup d'œil au comptoir où se tenait Beckett Can, les manches retroussées, aidant à servir du café aux clients. Il se fondait dans la foule plus naturellement qu'elle ne l'aurait cru, bien qu'il soit encore un peu maladroit lorsqu'une vieille dame l'entraîna dans une histoire sur Miss Daisy, le narrait doucement pour elle-même et bien. Qui aurait cru que le milliardaire pouvait servir du café? Mais son cœur rata un battement quand il leva les yeux, croisa son regard et sourit un vrai sourire qui la fit se détourner pour cacher la rougeur de ses joues. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la fête devint plus animée. Mais Lena savait que le moment le plus important approchait. Elle grimpa sur une chaise, attrapa le vieux microphone de Joey et tapa sur son verre, faisant taire la foule. Tout le monde commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, « Je ne suis pas doué pour les discours, alors si je me plante, n'hésitez pas à me lancer du pain. » Des rires parcoururent la foule et Lena prit une profonde inspiration, ses yeux balayant les visages familiers. Sally, Joey, Monsieur Fshank et Beckett, debout tranquillement au bord, il y a quelques mois. Le Daisy's a failli fermer, dit-elle, sa voix baissant. Je n'étais qu'une serveuse. Je ne savais pas grand-chose à part servir du café et faire rire les gens, mais cet endroit, il m'a sauvé. Quand ma mère est décédée, je n'avais nulle part où aller, je ne me sentais chez moi nulle part. Le Daisy's m'a donné un foyer, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Pour les gens qui ont besoin d'une assiette de nourriture, d'une tasse de café, ou juste d'un endroit pour raconter une histoire. Elle marqua une pause, les yeux embués, mais sourit. Ce soir, nous ne sommes pas seulement ici pour la tarte. Bien qu'elle soit délicieuse, nous sommes ici pour nous souvenir que le Daisy's est une question d'appartenance. Merci à tous de l'avoir maintenu en vie et merci, Miss Daisy, de l'avoir créé. Elle montra la photo de Miss Daisy sur le mur et la foule éclata en applaudissements, quelques-uns essuyant des larmes. Lena sauta de la chaise, les joues rouges, et faillit trébucher jusqu'à ce que Beckett la rattrape. « Attention, murmura-t-il, sa main chaude sur son épaule. Lena murmura, « Ne dites à personne que j'ai failli tomber, d'accord ?» Il gloussa, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. La fête continua, mais Lena remarqua que Beckett était devenu plus silencieux, comme si son discours l'avait touché. Après le départ du dernier invité, elle le trouva dans la cuisine, les manches retroussées,
en train de laver tranquillement la vaisselle pendant que Sally et Joel nettoyaient la terrasse. Elle se tint à l'entrée, surprise. « Wow !» Beckett Cal qui fait la vaisselle. « Je devrais prendre une photo et l'utiliser pour du chantage. » Il leva les yeux et esquissa un léger sourire. Bien que quelque chose de plus profond persistât dans ses yeux. « Tu as, c'était formidable, le nain, dit-il en posant une assiette. Ce discours, c'était exactement ce que ma mère aurait voulu entendre sur l'appartenance. » Le nain entra dans la cuisine, sentant soudain l'air plus lourd que prévu. Elle s'appuya contre le comptoir, essayant de garder un ton léger. « J'ai juste dit la vérité. Mais ça va, je veux dire, tu n'es pas obligé de faire la vaisselle. Tu es le patron, après tout. » Beckett s'essuya les mains et s'approcha. La lumière de la cuisine adoucissant son visage. « Je ne suis pas ici parce que je suis le patron, » dit-il, la voix basse et sincère. « Le nain, je suis ici à cause de toi, à cause de la façon dont tu me rappelles ma mère. Me rappelle ce qui compte, parce que tu me donnes envie de rester à Willowcreek. Même si j'en ai fui. » Le nain se figea, le cœur battant comme si le monde s'était réduit à deux. Elle voulait dire quelque chose, faire une blague, détourner la conversation, s'échapper. Mais son regard la tenait immobile, plein d'honnêteté et de quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. « Beckett, murmura-t-elle, la voix tremblante, tu n'es pas obligé de dire ça. Je suis juste. Tu n'es pas juste quoi que ce soit. » L'interrompit-il en s'approchant, sa main effleurant doucement la sienne. « Tu es le nain, celle qui a sauvé le Daisies, celle qui m'a sauvé. Je suis ici parce que je ne veux être nulle par ailleurs. Je ne veux être avec personne d'autre que toi. » Avant que le nain ne puisse répondre, il se pencha, et ses lèvres rencontrèrent les siennes un baiser tendre, sans hâte, comme s'il lui confiait un secret. Elle ferma les yeux, ses doigts s'agrippant instinctivement à sa chemise. Respirant le léger parfum de café et de bois, le baiser dura juste assez longtemps pour qu'elle sache qu'il était réel. Puis ils se séparèrent, leur souffle se mêlant dans la douce lumière de la cuisine. Rouge de confusion, le nain recula, essayant de retrouver son ton taquin. « Eh bien, si j'avais su que faire la vaisselle menait à ça. Je t'aurais obligé à la faire il y a des semaines. » Mais sa voix tremblait, et elle savait qu'il pouvait sentir son cœur s'emballer. Beckett gloussa un rire léger, mais ses yeux ne la quittèrent pas. « Je ferai la vaisselle tous les jours, si c'est ce que tu veux, dit-il, et le nain rit aussi, un petit morceau de peur en elle fondant. Ils continuèrent à nettoyer côte à côte, sans mentionner à nouveau le baiser. Mais l'air entre eux avait changé, plus doux, plus proche, quand le nain verrouilla les portes du dîner et regarda les guirlandes lumineuses scintiller à l'extérieur. Elle jeta un coup d'œil à Beckett, qui l'attendait sous le clair de lune. « Miss Daisy t'aimerait comme ça, dit-elle doucement. Sans costume, juste toi. » Il sourit, lui prit doucement la main. « Et elle t'adorerait, le nain. Tout comme je commence à le faire. » Ils descendirent la rue vide, et pour la première fois, le nain n'avait pas peur que tout soit trop beau pour être vrai. Vous regardez Histoire de l'âme, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire de l'âme. Un an s'était écoulé depuis la fête de réouverture du Daisy's Dîner, et le petit restaurant de Willowcreek en Oregon était véritablement devenu l'âme de la ville. Chaque jour, du petit matin jusqu'à tard le soir, le Daisy's était rempli de rire, de l'odeur de la tarte aux pommes, du poulet frit du sud et du riche arôme du café noir. Les habitués quand même. Shank, Sally et Joe étaient toujours là, mais maintenant il y avait aussi de nouveaux visages. Des touristes de Portland, des étudiants, et même un couple qui avait pris ses photos de mariage devant l'enseigne rouge vif du dîner. Ils ne venaient pas seulement pour la bonne nourriture, mais pour la chaleur, comme s'ils entraient dans une maison qui était toujours heureuse de les voir. Le nain Harpé, désormais la gérante officielle du Daisy's, était toujours aussi occupée. Elle se pressait du comptoir aux tables, servant du café, rédigeant des additions et taquinant les clients avec son sourire caractéristique, même si Beckett Cal lui avait proposé à plusieurs reprises de mettre le restaurant à son nom. Le nain refusait toujours. « Je n'ai pas besoin de paperasse, disait-elle. J'ai juste besoin que cet endroit reste en vie et que les gens soient heureux. » Elle aimait le travail, aimait comment le Daisies lui donnait l'impression de compter, même si, parfois, elle se demandait encore si elle vivait dans un rêve, trop beau pour être réel. Beckett, désormais partie intégrante du dîner, passait souvent en fin d'après-midi ou en soirée après des réunions à Portland, où il dirigeait l'empire du Cannes Hospitality Group. Il ne portait plus de costume à la place, des chemises retroussées et des gens, et se fondait parfaitement dans la vie de la petite ville. Certains jours, il aidait en cuisine, coupant des pommes de terre avec une aisance pratique. D'autres jours, il s'asseyait simplement au coin du comptoir en lisant le journal, bien que ses yeux soient toujours sur le nain. La façon dont elle discutait avec les clients, essuyait le comptoir, faisait tout briller. Ils échangeaient des regards tendres, se tenaient la main en secret derrière la porte de la cuisine,
Se faisaient de rapides étreintes dans la zone de préparation, et parfois un baiser volé quand personne ne regardait. Chaque moment était petit, mais suffisant pour que Lena sache que son cœur lui appartenait déjà. Même si elle ne l'avait pas dit à voix haute. Un vendredi soir ordinaire, après la fermeture du dîner. Seuls Lena et Beckett restaient. Lena essuyait le comptoir quand Beckett entra soudainement dans la cuisine et sortit une poêle. « Je cuisine pour toi, dit-il avec un clin d'œil. Des œufs au plat, comme la première fois. » Lena haussa un sourcil, s'appuyant contre l'encadrement de la porte de la cuisine, essayant de ne pas rire. « Waouh, recréer la légendaire nuit d'ivresse? Attention. Je n'ai plus de tasse à thé. » Beckett gloussa en cassant des œufs dans la poêle. L'odeur de beurre fondu remplissant l'air, pas d'alcool, pas d'effondrement sur le porche, dit-il. Je voulais juste me souvenir du moment où tu m'as donné envie de rester. Il retourna les œufs. Maladroitement mais avec soin, Elena réalisa qu'il était plus sérieux qu'elle ne l'avait cru. Ils s'assirent au coin du comptoir avec 2 assiettes d'œufs au plat et de douce. La faible lumière jaune jetant une lueur chaleureuse comme une étreinte silencieuse. Lena prit une bouchée et taquina, pas mal. Mais je gagne toujours pour cette crêpe brûlée. Beckett rit, mais ses yeux devinrent lointains. Comme s'il voyait quelque chose d'il y a longtemps. Tu sais, dit-il doucement, ma mère cuisinait des œufs exactement comme ça. Chaque dimanche matin, juste elle et moi. Dans sa petite cuisine avant même que le Daisies n'existe, Lena arrêta de mâcher. Posa sa fourchette et attendit. Elle savait qu'il parlait rarement de Miss Daisy chaque fois. Semblait rouvrir une vieille blessure. Elle était tout pour moi, dit-il, la voix basse. Elle a construit le Daisies à partir de rien avec le rêve de créer un endroit où les gens se sentiraient les bienvenus. J'ai grandi ici, courant autour du comptoir, volant de la tarte, l'écoutant parler des clients. Quand elle est décédée, je n'ai pas pu le supporter. Le cancer l'a emporté trop vite et j'ai fui, pendant 3 ans. Je ne pouvais pas revenir parce que chaque coin me la rappelait. La nuit où tu m'as trouvé, j'étais prêt à vendre l'endroit, juste pour oublier la douleur. Mais toi, tu m'as rappelé ce qu'elle voulait. Lena lui prit la main. Sentant sa chaleur dans la sienne, Beckett murmura-t-elle, Miss Daisy serait fière, pas seulement à cause du dîner, mais à cause de toi. Tu es resté. Il la regarda. Les yeux pleins d'émotion. Je suis resté à cause de toi, Lena, dit-il. Tu m'as donné envie d'affronter la douleur. Tu m'as donné envie de maintenir le rêve de ma mère en vie. Tu es la raison pour laquelle le Daisies est toujours là. Et la raison pour laquelle je veux être ici chaque jour. Lena rougit, le cœur battant. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Beckett se leva, contourna le comptoir et s'agenouilla devant elle. Elle se figea, la bouche ouverte de choc. Alors qu'il sortait une petite boîte de la poche de sa chemise et l'ouvrait pour révéler une simple bague en argent, brillant sous la lumière de la cuisine. Lena Harpé, dit-il, la voix tremblante mais assurée. Je ne peux pas tout te promettre. Mais je promets de faire la vaisselle, de cuisiner les œufs et d'être ici avec toi chaque jour. Veux-tu m'épouser? Lena cligna des yeux, des larmes coulant sur ses joues, mais elle rit. La voix épaisse. Tu es fou. Qui fait sa demande dans une cuisine qui sent les œufs au plat? Elle essuya ses yeux, regarda dans les siens et y vit tout un avenir de fin de soirée, de rire, de moments simples. « Oui, murmura-t-elle, je le veux, mais tu dois promettre de ne jamais mettre de quinoa au menu. » Beckett éclata de rire, lui passa la bague au doigt, puis la serra dans ses bras. Ses lèvres se pressant doucement sur son front, la façon dont il s'aimait. Ils se tinrent là dans la cuisine du Daisies, avec les lumières chaudes et la photo de Miss Daisy comme témoin. Lena posa sa tête sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur, et murmura, « Je n'ai jamais vraiment appartenu à nulle part, mais ici avec toi. Je ne veux pas partir. » Beckett la serra plus fort, sa voix rauque. « Moi non plus, Lena, moi non plus. » Il ne dit rien de plus, se tenant simplement là, enveloppé dans une sorte de promesse silencieuse, pas grandiose, juste les petites choses, comme une assiette d'œufs, une tasse de café, et un endroit appelé Daisy's. Sous la lueur de la cuisine, Lena sut qu'elle avait trouvé sa véritable place et pour la première fois, elle n'avait pas peur que le rêve ne s'évanouisse.